que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? En mer Rouge, la force multinationale conduite par les États-Unis au défi des attaques houtistes. Alors, la tension monte dans cette région. L'Iran a déployé un navire de guerre au lendemain d'une confrontation meurtrière entre l'armée américaine et les rebelles yéménites sur la route maritime essentielle pour le commerce mondial. C'est un article de Hélène Salon, correspondante à Beyrouth pour Le Monde. Un face-à-face tendu oppose les rebelles yéménites soutenus par l'Iran et la force multinationale à laquelle participe la France. Force multinationale de protection maritime conduite par les États-Unis en mer Rouge. Lundi 1er janvier, donc le jour de l'an, l'Iran a déployé dans la zone le navire de guerre Alborz au lendemain d'une confrontation meurtrière entre l'armée américaine et les houtistes. Ce déploiement complique les efforts de Washington pour arrêter les attaques houtistes contre des navires marchands dans ce carrefour maritime mondial. Donc je vous rappelle un petit peu le contexte. On est au Yémen, guerre au Yémen entre les loyalistes et les rebelles houtistes qui sont notamment soutenus par l'Iran. Il y a une trêve dans cette guerre. Les houtistes étaient notamment bombardés par une coalition menée par l'Arabie Saoudite. Il y a une trêve, un peu une accalmie dans ce conflit. Les houtistes ont décidé de soutenir le Hamas pendant le conflit israélo-palestinien. Et ils ont essayé de lancer des missiles et des drones sur Israël. Et ils ont également décidé et annoncé qu'ils allaient attaquer des navires alliés d'Israël qui passaient dans ce détroit, dans la mer Rouge. Et ils l'ont fait, certains navires ont été attaqués. Et face à cette menace, les États-Unis ont annoncé la mise en place d'une force militaire parce que ça pourrait nuire au commerce international, forcément. Donc là, l'Iran a envoyé un navire de guerre. Ce déploiement complique les efforts de Washington pour arrêter les attaques houtistes contre des navires marchands dans ce carrefour maritime mondial. Si le président américain Joe Biden n'exclut pas des frappes directes contre les houtistes au Yémen, selon les médias américains, il a jusqu'à présent privilégié la dissuasion afin d'éviter une propagation régionale du conflit entre Israël et le Hamas. Le déploiement mi-décembre 2023 de la force navale multinationale n'a pas mis fin aux attaques. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre, entre Israël et le Hamas à Gaza, les houtistes qui contrôlent une grande partie du Yémen ont multiplié les attaques contre les navires qu'ils estiment liés à Israël en solidarité avec le territoire palestinien. Selon le Pentagone, ils ont lancé plus d'une centaine d'attaques aux drones et aux missiles visant 10 navires marchands. Ils détiennent depuis novembre le Galaxy Leader et ses 25 membres d'équipage. En conséquence, les géants du transport maritime avaient suspendu le passage de leurs navires en mer Rouge, un axe stratégique par lequel transite 12% du commerce mondial. Merci Abzegada. Vous voyez que là, la problématique, elle est commerciale. On ne touche pas au commerce mondial, sinon les États-Unis vont venir vous donner de la liberté. Mais forcément, des mecs qui attaquent des navires un petit peu de façon aléatoire, parce que c'est pas forcément des navires qui sont des soutiens à Israël. Vous savez que les bateaux de commerce, ils circulent avec des pavillons qui ne sont pas forcément correspondants au pays duquel ils proviennent. Le 31 décembre 2023, les premiers accrochages meurtriers ont lieu avec l'armée américaine en mer Rouge. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a annoncé avoir coulé 3 navires des rebelles après des attaques contre un porte-conteneur du transporteur danois Maersk au large de Hodeïda. 10 rebelles houtistes ont été tués dans cette frappe selon leur porte-parole militaire Yahya Sari. Pendant cette opération de secours, le destroyer américain USS Gravely a abattu 2 missiles balistiques tirés depuis le territoire yéménite contrôlé par les houtistes. Des missiles balistiques tirés en direction des navires militaires américains, a ajouté le CENTCOM, le centre de commandement militaire. L'ennemi américain assume les conséquences de ce crime, ont dénoncé les rebelles houtistes dans un communiqué, et ces mouvements militaires en mer Rouge pour protéger les navires israéliens n'empêcheront pas les houtistes d'accomplir leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires en soutien à ceux qui ont été lésés en Palestine et à Gaza. Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé suspendre pendant 48 heures le transit de sa flotte en mer Rouge. Ces navires venaient juste de retourner dans la zone, tout comme ceux de l'armateur français CMA-CGM, qui avait aussi suspendu jusqu'ici ses activités dans la région. Alors, donc, ça a bloqué le port d'Israël. Ça a effectivement ralenti le commerce international. Ils ont totalement atteint une partie de leurs objectifs. Alors là, on va même aller dans la question de
purement militaire avec le site opex360.com. C'est un blog de Laurent Lagneau, un blog militaire qui est assez... un blog de spécialistes militaires qui est assez connu. Mais là, Londres et Washington envisagent carrément des frappes aériennes contre les rebelles Houthis. Donc on rappelle la guerre au Yémen qui dure depuis, je crois, 2014, qui a provoqué une famine, une situation humanitaire absolument terrible avec des bombardements de l'Arabie Saoudite et qui arrivait plus ou moins à une résolution. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite qui n'avait pas trop envie visiblement de continuer à se mettre à dos les Houthis puisqu'elle a refusé de participer à cette coalition militaire. Et là, les Américains et les Anglais parlent de nouveau de frapper les Houthis avec des frappes aériennes. C'est pas l'économie. Et oui, là, ça touche l'économie. Depuis qu'ils ont mis à exécution leur menace de s'en prendre aux navires commerciaux liés à des intérêts israéliens, les rebelles Houthis liés à l'Iran ont lancé 23 attaques contre le trafic maritime aux abords du détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. La dernière a donné lieu à une réponse musclée de l'US Navy, ce qu'on disait tout à l'heure, celle-ci ayant coulé 3 embarcations qui tentaient d'approcher le porte-conteneur Maersk Hangzhou. Selon l'US CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, des hélicoptères MH-60R Seahawk du destroyer USS Gravely et du porte-avions USS Dwight D. Eisenhower, qui avaient été envoyés au secours du Maersk Hangzhou, ont en effet riposté en état de légitime défense après avoir été visés par les embarcations rebelles. Donc ça, c'est ce qui a été évoqué déjà dans l'article précédent. Pour rappel, afin de garantir la sécurité du trafic maritime dans les eaux de la mer Rouge, les États-Unis ont lancé la coalition navale Gardiens de la Prospérité, avec ce nom incroyable, avec au moins 9 autres pays, dont le Royaume-Uni. Jusqu'à présent, les opérations menées dans la région ont surtout consisté à intercepter les missiles anti-navires et des drones lancés depuis des zones contrôlées par les Houthis au Yémen, mais le ton pourrait bientôt changer. En effet, évidemment, il va falloir amener de la liberté un petit peu à ces gens qui font n'importe quoi. Les États-Unis, donc le Royaume-Uni, seraient en train de planifier des frappes aériennes contre les Houthis selon la presse britannique. Londres et Washington s'apprêteraient à publier une déclaration commune afin de lancer un dernier avertissement aux rebelles yéménites. Comme l'a montré le HMS Diamond qui a abattu un drone lancé par les Houthis, nous sommes prêts à prendre des mesures directes et nous n'hésiterons pas à prendre d'autres mesures pour dissuader les atteintes à la liberté de navigation en mer Rouge, a prévenu Grant Shapps, le ministre britannique de la Défense, dans les pages du Télégraphe. Et oui, toute cette démocratie qu'il faut amener, bien sûr. Si les Houthis continuent de menacer des vies et le commerce, nous serons obligés de prendre des mesures nécessaires et appropriées, a-t-il insisté. La poursuite des agressions en mer Rouge risque d'entraîner des erreurs de calcul et une escalade qui pourrait déclencher un conflit à l'échelle régionale. Un problème plus large est également en jeu ici. Il s'agit d'un test pour la communauté internationale, notamment en ce qui concerne les voies navigables contestées ailleurs dans le monde. Si nous ne protégeons pas la mer Rouge, cela risque d'enhardir ceux qui cherchent à menacer ailleurs, notamment en mer de Chine méridionale et en Crimée, a ajouté M. Shapps. L'argument habituel, c'est si on n'arrive pas à se faire... à faire les gros bras à cet endroit-là, d'autres vont en profiter ailleurs. Selon The Telegraph, 2 hauts responsables du Pentagone ont indiqué que la perspective de frappe aérienne dans un avenir proche n'était pas exclue. Les forces américaines ont un droit à la légitime défense, et si nous décidons de prendre des mesures contre les Houthis, nous le ferons au moment et à l'endroit de notre choix, a déclaré l'un d'eux. Est-ce que la situation est pas un petit peu... inquiétante aussi à cet endroit-là du monde, les amis. Je pose la question. Je pose la question, mais arrêtez, c'est insupportable, arrêtez de me contredire, enfin, je pose juste une question. C'est insupportable. Enfin. Il y a la France aussi qui a... Ils en parlent pas là parce que c'était il y a quelques semaines, mais la France aussi qui a intercepté des drones envoyés par les Houthis. Y a-t-il un endroit du monde qui va bien surtout? Le canton de Zug en Suisse, qui est le paradis fiscal de la Suisse. Ce qui en dit long sur réfléchir. Et on a la légitime défense alors que les mecs sont littéralement chez eux. Alors pour le coup, je suppose que là, l'opération elle est menée dans les eaux internationales. Notamment parce que c'est quand même assez loin. Il faut se rendre compte de la distance. Attendez, je vous remets la carte. Attendez, on va regarder. Quand même, pour qu'on puisse voir ce qu'il en est.
ici, le Yémen. Voilà. On est quand même sur voilà, le Yémen qui est là, et la mer Rouge qui est là. Donc c'est toute cette zone-là qui est concernée hein, par les attaques. Et le Yémen n'hésite pas à balancer des drones et des missiles à des distances très longues. Il y a même eu des tentatives d'attaque sur Israël. Hein. Il y a alors je sais plus si c'est un drone ou un missile, mais il s'est écrasé dans le sud d'Israël. Donc ils attaquent de très très loin les Houthis. Hein. Donc voilà, l'opération a lieu à cet endroit-là. À noter que l'opération a lieu sans l'Arabie Saoudite et sans l'Égypte. Hein. Donc c'est quand même les pays, les plus grandes puissances, du coin. L'Égypte et l'Arabie Saoudite, mais elles sont pas là pour des raisons différentes. Le chat, qu'est-ce que tu fais? Le chat il s'est mis sur la tour de l'ordinateur et il gratte le fond du meuble. Et donc voilà, pour simplement dire que c'est pas non plus sur le territoire du Yémen. Et qu'on est sur une situation un petit peu compliquée. Donc, la question est l'article de l'Opinion. Alors, l'Opinion que je ne lis absolument jamais. Je sais même pas ce que ça vaut. Le seul que je connais de l'Opinion, c'est Jean-Dominique Merchet, parce que des fois, je lis les articles sur l'international. La France était toujours positionnée à Djibouti. Oui, alors Djibouti, c'est un pays qui réunit des bases militaires françaises, américaines et chinoises notamment. Djibouti, c'est un pays qui a 15 000 bases militaires étrangères. Quels pays ont une base à Djibouti? La France a aussi un accord de défense hein, en plus. C'est une bonne question, effectivement. Économie. L'État. Qu'est-ce que nous dit-on? Système de santé, culture, religion. Base militaire étrangère, voilà. La plus grande base militaire française dans le monde. La seule base militaire américaine en Afrique continentale, la première base militaire du Japon à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale, une base militaire italienne, une base militaire chinoise, des contingents espagnols et allemands sont présents sur le site français. Donc c'est un pays pour qui les bases militaires c'est aussi une manne financière, hein, Djibouti, donc il y a beaucoup de monde là-bas. Ancienne en colonie française. Hein. Et donc, spécialiste Maxence Brichoux, spécialiste de la géopolitique des mers, décrypte les nouveaux enjeux de la stratégie navale à la lumière de la crise dans le détroit de Bab el-Mandeb. Donc, je suppose que le détroit de Bab el-Mandeb, c'est ce détroit-là, logiquement. Ouais, c'est ça, Bab el-Mandeb Strait. Ici. Donc c'est le principal point, forcément, parce que c'est le plus proche des côtes yéménites. Donc Jean-Dominique Merchet, une interview, hein, depuis le 19... Alors je vais rapidement passer là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Simplement, la France entend coopérer avec Washington, mais entend conserver sa liberté d'action hors de la coalition Prosperity Guardian sous leadership américain. Ah oui, donc je pensais que la France était dans la coalition, mais finalement pas. Moi, j'avais lu que la France voulait conserver sa liberté d'action, mais pas qu'ils avaient quitté la coalition. À vérifier. Maxence Brichoux a récemment publié une géopolitique des mers aux presses universitaires de France, un ouvrage très accessible dans lequel il aborde la question comment gouverner cette haute partie du monde. Chercheur au centre Thucydide Paris 2, on lui doit également le commerce et la force. Alors là, intéressant. Au large du Yémen, les Houthis attaquent le trafic maritime et les États-Unis envisagent de réagir militairement. Quel regard portez-vous sur cette nouvelle crise ? Elle se caractérise par un mélange de l'ancien et du nouveau. Nous retrouvons, littéralement entre tradition et modernité. Nous retrouvons d'abord un classique de la stratégie navale qui consiste à bloquer le commerce à des fins politiques. Dans ce cas, il s'agit de peser sur le conflit israélo-palestinien avec la régionalisation du conflit. On avait déjà observé cela lors de la fermeture du canal de Suez entre 67 et 75 du fait des guerres entre Israël et l'Égypte. La nouveauté, c'est que l'un des acteurs, les Houthis, n'est pas un État. Ce groupe proxy de l'Iran dispose de moyens militaires du haut du spectre, missiles et drones à longue portée qui lui permettent d'agir depuis la Terre. Donc effectivement, il ne s'agit pas d'un État, mais d'un groupe rebelle qui contrôle une partie d'un État. Que recherchent les Houthis? Quelles réponses peuvent apporter les Occidentaux? Le sujet est entièrement politique, c'est une stratégie régionale. Les Houthis affirment s'en prendre au trafic à destination d'Israël dans le cadre de la guerre de Gaza. Les Occidentaux ne peuvent pas ne rien faire, les Américains ont ainsi activé des partenariats régionaux existants comme la Combined Maritime Force créée en 2001.
et plus particulièrement la Task Force 153. La France a publiquement indiqué que ses moyens déployés resteront sous commandement national. Globalement, les pays européens et arabes ne veulent pas être entraînés dans une escalade. Ils ont dit, les Américains en ont l'habitude, ils veulent faire des coalitions pour faire Pew Pew America. Donc là, ils ont dit, bon, on veut bien participer parce que ça nous emmerde aussi qu'il y ait des ralentissements dans le commerce, mais calmos. Bon. Analyse, #analyse. L'action des Houthis est un grand classique, dites-vous. Oui, parce que le blocus redevient un outil quasi normal en cette période de tension stratégique. On le voit aujourd'hui dans le détroit de Bab el-Mandeb entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, qui est la route vers le canal de Suez. Il y avait eu le blocus du Qatar par l'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes. On a vu la tentative russe d'un blocus maritime de l'Ukraine en mer Noire en 2022. Le conflit en mer de Chine pourrait prendre un jour la forme d'un blocus autour de Taïwan, demain ailleurs. Donc effectivement, c'est une stratégie courante. On revient à des fondamentaux, la première fonction des marines militaires a toujours été de protéger les lignes de communication maritime et d'assurer la liberté du commerce. La crise actuelle révèle l'extrême dépendance stratégique de l'économie européenne au transport maritime. Cela pose la question des moyens navals dans le contexte d'une dégradation du climat stratégique. Combien de navires disponibles, mais aussi qu'ont-ils en soute en nombre de missiles par exemple? Une nouvelle fois, on constate qu'il n'y a que 3 puissances occidentales qui ont une réelle dimension navale. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ce sont d'ailleurs les 3 pays dont les navires ont ouvert le feu contre les attaques Houthis. La France dispose par ailleurs de 2 points d'appui dans la région, à Djibouti et Abu Dhabi. La France qui a des points d'attaque, et c'est Abu Dhabi, ils ont dit Abu Dhabi, oui, donc je me disais, c'est pas dans la mer Rouge. Donc Abu Dhabi aux Émirats, et Djibouti, donc à l'entrée du détroit, forcément. Les Houthis sont pris en étau, tout à fait. Les Houthis font une démonstration militaire et menacent le trafic maritime sans posséder eux-mêmes de marine de guerre. Avec les missiles et les drones, plus besoin d'une grande flotte pour produire un effet militaire sur la mer. On l'observe au large du Yémen comme on l'a vu en mer Noire. Privée de marine, l'Ukraine est pourtant en train de gagner la bataille navale en frappant la flotte russe depuis la terre, c'est un effet majeur. Merci Fouguedin. La question se pose aussi en mer de Chine. Jusqu'à quelle distance les missiles chinois pourraient interdire à la flotte américaine de s'aventurer? Cette territorialisation réduit la marge de manœuvre des marines occidentales. Elle rend le sous-marin encore plus important par sa capacité à rester discret. Donc il y a peut-être des sous-marins aussi américains ou français ou britanniques dans la région. Dans votre livre, vous abordez la question de comment gouverner les mers. Qu'entendez-vous par là? Le phénomène que nous observons est celui de la territorialisation des océans. Le cadre juridique actuel a été établi par la Convention de Montego Bay en 1982. Depuis lors, les activités humaines s'étendent. Il y a toujours le transport et la pêche, mais aussi l'exploitation des hydrocarbures, les câbles sous-marins pour Internet, les éoliennes en mer et potentiellement la collecte des minerais sur le fond des océans. La mer devient une vaste zone à exploiter et l'on assiste à une extension de la logique terrestre du pouvoir vers les espaces maritimes. Cela passe par la délimitation, l'exploitation et l'appropriation par les États. On l'observe même avec des pays qui n'avaient pas de tradition maritime, comme la Turquie en Méditerranée orientale, ou la Chine, dont la mer de Chine orientale devient la première zone de défense. Le droit international de la mer est aujourd'hui sous tension. La Convention de 82 était fondée sur l'équilibre entre la liberté de navigation et le contrôle par les États. Cet équilibre se déplace vers une logique d'appropriation alors que les sociétés sont de plus en plus dépendantes de la mer. C'est intéressant. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y avait l'idée d'un espace de liberté et d'échange. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus une idée d'un espace national qui est contrôlé par un État. Il n'y a pas que les logiques de puissance, et on terminera là-dessus, ça tombe bien. Quelles sont les conséquences de la crise écologique? Elles sont importantes. La sauvegarde de la biodiversité en haute mer se traduit par l'extension des aires maritimes protégées, ce qui contribue à la logique de territorialisation. Quant au réchauffement climatique, on en voit les effets avec la sécheresse dans la zone du canal de Panama. Faute d'approvisionnement suffisant en eau, le trafic est fortement réduit depuis l'été dernier. Moi, je savais pas ça non plus. Voilà, un petit peu un point, on va dire, de tour d'horizon, a Tower of Horizon, comme disent les Britanniques, sur la question des Houthis en mer Rouge. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, parce que la situation me paraît quand même assez instable, surtout si les Américains et les Britanniques mettent à exécution leur menace de bombarder les Houthis au Yémen. On aura l'occasion d'en reparler.